Dans les rues bruyantes de Turin, une ville industrielle du nord de l'Italie, né en 1935 Aldo Maxione, dans une famille ouvrière où les rires étaient une monnaie rare mais précieuse. Turin, dans les années 1930, est un centre de production automobile, dominé par l'ombre de Fiat, où le travail manuel rythme la vie quotidienne. La famille Maxione, modeste mais unie, vit dans un petit appartement où les soirées sont animées par les récits du père, ouvrier d'usine, et les jeux d'Aldo, déjà un amuseur né. Dès l'âge de 6 ans, il captive son entourage en imitant les héros des films hollywoodiens projetés dans les cinémas de quartier. Contrairement à ses camarades, fasciné par les footballeurs ou les chanteurs d'opéra, Aldo est attiré par l'énergie frénétique de Jerry Lewis, le charme suave de Clark Gable, ou encore l'élégance comique de Cary Grant. Il ne se contente pas de mimer leurs dialogues, il observe leurs gestes, leurs regards, leurs silences, apprenant instinctivement l'art de captiver un public. Ses premières performances, souvent improvisées autour de la table familiale, sont bien plus qu'un passe-temps. Dans un contexte marqué par les tensions pré-guerre et les difficultés économiques, le rire devient pour Aldo un moyen de transcender les contraintes de son environnement. Il développe un sens aigu du timing comique, une capacité à transformer une chute ou une grimace en un moment de joie collective. À l'adolescence, il se produit dans des fêtes de quartier, où ses imitations des stars américaines, agrémentées d'un accent turinois et d'une théâtralité exagérée, font sensation. Ces moments posent les bases d'une carrière qui va bientôt éclore, portée par un talent brut et une énergie débordante. En 1950, alors que l'Italie se reconstruit après la guerre, Aldo participe à un radiocrochet, un concours de talent diffusé à l'échelle nationale. Ces émissions, très populaires à l'époque, sont les ancêtres des shows télévisés modernes comme La Nouvelle Star ou The Voice. Aldo, âgé d'accent grave peine 15 ans, y présente un numéro mêlant mime, humour physique et parodie. Sa prestation, qui inclut une imitation hilarante d'un acteur hollywoodien tentant de parler italien, lui vaut les applaudissements du public et une victoire inattendue. Ce succès lui ouvre les portes d'un théâtre local à Turin, le Teatro Carignano, où il commence à se produire régulièrement. Sans formation académique, il compense par une présence scénique unique, une énergie presque magnétique qui captive les spectateurs. Chaque soir, il expérimente de nouveaux gags, teste des pauses dramatiques, et découvre l'importance du silence dans l'humour, un silence qui, bien utilisé, peut amplifier un rire. Au début des années 1960, Aldo rejoint un groupe qui va transformer sa carrière, les Brutto. Ce collectif, composé d'artistes italiens comme Gianni Zulo, Ettore Bruno, Jacques Guerini et Elio Piatti, est une tornade de créativité anarchique. Leur style, un mélange explosif de rock'n'roll, de burlesque et de parodie, défie les conventions du spectacle traditionnel. Sur scène, ils ne se contentent pas de chanter. Ils trébuchent, se jettent contre les décors, portent des costumes absurdes, chapeaux surdimensionnés, vestes mal ajustées et interrompent leurs chansons par des blagues improvisées. Leur énergie brute, presque chaotique, résonne avec la contre-culture des années 1960, une période marquée par la rébellion juvénile et le rejet des normes établies. Les Brutto se produisent dans des salles prestigieuses, notamment l'Olympia à Paris, un temple de la musique européenne où passent des légendes comme Édith Piaf ou Charles Aznavour. Lors de ces spectacles, souvent en première partie de grandes stars, Aldo se distingue par son charisme. C'est à l'Olympia qu'il dévoile pour la première fois ce qui deviendra sa marque de fabrique, la démarche Maxione. Ce pas exagéré, torse bombé, hanches chaloupées, est une parodie hilarante de la virilité ostentatoire. Inspiré par des figures comme Alberto Sordi, maître de la comédie italienne, ce mouvement est à la fois une moquerie de l'ego masculin et une invitation universelle à rire de l'absurde. Le public parisien, habitué à des performances plus polissées, est immédiatement conquis. Les journaux français, toujours prompts à trouver des surnoms, le baptisent Aldo la classe, une expression mêlant ironie et admiration. Cette démarche devient un phénomène culturel. Dans les écoles, les enfants l'imitent dans les cours de récréation. Dans les émissions de variété, des comiques reprennent le pas pour des sketchs. Même les spectateurs italiens, pourtant habitués à l'humour exubérant de leur cinéma, succombent à l'énergie d'Aldo. Les Brutto, portés par cette popularité, enchaînent les tournées en France, en Italie, et même en Belgique, où leur style déjanté trouve un écho auprès d'un public jeune et avide de nouveautés. Aldo, avec son sourire en coin et son regard malicieux, devient le visage du groupe, une star en devenir.
La notoriété des Brutaux attire l'attention de l'industrie cinématographique. En 1970, Claude Lelouch, l'un des réalisateurs les plus respectés de France, connu pour son film romantique Un homme et une femme, repère en Aldo une présence unique. Il lui offre un rôle dans Le Voyou, un thriller sombre mettant en vedette Jean-Louis Trintignant. Bien que son personnage soit secondaire d'un acolyte discret dans un monde de criminels, Aldo vole la vedette par sa capacité à transmettre une émotion avec un simple regard ou un geste subtil. Sa performance, bien que brève, impressionne Lelouch et les critiques, qui notent son potentiel au-delà du burlesque. 2 ans plus tard, Lelouch fait à nouveau appel à lui pour l'aventure, c'est l'Aventure, 1972, une comédie criminelle réunissant un casting prestigieux, Lino Ventura, Charles Denner et Jacques Brel. Dans ce film, Aldo incarne un personnage secondaire dont l'énergie comique apporte une légèreté bienvenue à l'intrigue. Une scène, devenue culte, montre les personnages principaux adoptant collectivement la démarche maxione dans un moment de pure absurdité. Ce clin d'œil, où la fiction semble rendre hommage à la réalité, marque un tournant. Le film est un triomphe commercial, attirant des millions de spectateurs à travers l'Europe. Aldo n'est plus seulement un artiste de scène. Il est une icône culturelle, un nom capable de remplir les salles. Dans les années 1970, Aldo Maxione devient une figure centrale du cinéma comique franco-italien. Son style, basé sur le mouvement, le rythme et l'expression, transcende les barrières linguistiques. Contrairement à d'autres comiques qui misent sur des dialogues spirituels, Aldo excelle dans l'art du corps. Un haussement d'épaule, un regard en coin, une chute calculée. Chaque geste est une punchline. Ce qui avait commencé comme les imitations d'un enfant dans une cuisine turinoise s'est transformé en une révolution comique, et l'Europe entière en est témoin. Les années 1970 et le début des années 1980 marquent l'apogée d'Aldo Maxione. Dans une période où le cinéma burlesque européen prospère, il ne suit pas la vague, il la crée. Avec sa démarche défiant toute logique, son visage taillé pour l'exagération comique et son charisme débordant, il incarne des personnages flamboyants, souvent ridicules, mais toujours attachants. Contrairement à certains acteurs en quête de rôles dramatiques, Aldo embrasse pleinement l'absurde. Ce que les critiques qualifient parfois de bouffonnerie est en réalité une performance finement calibrée, fruit d'une maîtrise instinctive du rythme comique et du langage corporel. Entre 1975 et 1982, Aldo est omniprésent. Ses collaborations avec Pierre Richard, l'un des comiques les plus populaires de France, sont particulièrement mémorables. Dans Je suis timide, mais je me soigne, 1978, il joue un dandy maladroit aux côtés de Richard, dont le personnage est un héros socialement anxieux. Leur alchimie est électrique, l'exubérance d'Aldo contraste parfaitement avec la nervosité de Richard, créant des scènes d'anthologie. Le film attire près de 2,7 millions de spectateurs en France, un succès qui consolide la réputation d'Aldo comme un second rôle capable de voler la vedette. La même année, dans C'est pas moi, c'est lui, Aldo incarne un vantard pris dans un engrenage de mensonges, un rôle taillé sur mesure pour son style. L'intrigue, centrée sur des quiproquos dans le monde du show-business, reflète des thèmes proches de sa propre vie. La célébrité, l'ego, les apparences. Ce film lui permet de jouer sur son image, oscillant entre autoparodie et introspection. Les spectateurs adorent cette mise en abîme, et les critiques commencent à reconnaître la profondeur cachée derrière son humour physique. Aldo n'est pas seulement un clown, il est un miroir comique de l'âme humaine. En 1982, Plus beau que moi, tu meurs, réalisé par Philippe Clair, pousse cette approche à son paroxysme. Aldo y joue un gigolo italien enchaînant les catastrophes, transformant la vanité en un art tragicomique. Ce personnage, à la fois arrogant et vulnérable, révèle une facette inattendue de son talent. Une capacité à faire rire tout en suggérant une pointe de mélancolie. Bien que certains critiques jugent le film excessif, le public est séduit par cette exploration de l'ego, et le film trouve un écho auprès des spectateurs sensibles à cette humanité déguisée sous l'humour. Rien, cependant, ne surpasse l'impact de son rôle de Tassin dans Mais où est donc passée la 7e compagnie 1973, réalisé par Robert Lamoureux. Ce film burlesque, qui suit 3 soldats français tentant d'échapper aux Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, devient un phénomène culturel. Avec plus de 4 millions de spectateurs, il s'inscrit comme l'un des plus grands succès du cinéma français de l'époque. Tassin, interprété par Aldo,
est un soldat attachant mais totalement incompétent, dont la réplique « Chef, j'ai glissé, chef » devient un cri de ralliement national. Cette phrase, répétée dans les cours d'école, les bistrots et les dîners, fait de Tassin une figure légendaire, au même titre que les héros de BD. Mais derrière ce triomphe, les coulisses sont marquées par des tensions. Aldo, adepte de l'improvisation, entre régulièrement en conflit avec Jean Lefebvre, qui joue Pithiviers, et avec l'amoureux, qui privilégie une mise en scène rigoureuse. Aldo aime plaisanter entre les prises, modifier ses dialogues ou ajouter des gags imprévus, ce qui perturbe le rythme de tournage. Une anecdote, devenue mythique, raconte qu'après une dispute avec l'amoureux, Aldo, toujours en costume de soldat, quitte le plateau et s'installe dans un café normand. De là, il appelle le producteur Alain Poiré, exigeant une limonade et des excuses. Poiré, amusé, envoie une voiture et la limonade, mais l'amoureux reste inflexible. Lorsque la suite, On a retrouvé la 7e compagnie, 1975, est annoncée, tous s'attendent à ce qu'Aldo reprenne son rôle. Mais il refuse, invoquant officiellement un conflit d'agenda. En réalité, les tensions avec l'équipe sont devenues irréconciliables. Henri Guibet le remplace, et bien que le film soit un succès, l'absence d'Aldo se fait cruellement sentir. Cette décision marque un tournant. Son image de clown sympathique est ternie par des rumeurs sur son caractère difficile, son ego, son imprévisibilité. Bien qu'il continue à travailler, la magie de ses débuts s'effrite peu à peu. Au milieu des années 1980, le cinéma comique européen change. Le burlesque exubérant, dont Aldo est le champion, cède la place à un humour plus sophistiqué, porté par des figures comme Coluche, Thierry Lhermitte ou plus tard, Jacques Villeray. Les spectateurs, autrefois séduits par les pitreries physiques d'Aldo, se tournent vers des anti-héros introspectifs ou des comédies plus ancrées dans la réalité sociale. Aldo, avec sa théâtralité flamboyante, peine à s'adapter à ce nouveau paysage. Il apparaît dans des films comme Le Cow-Boy, 1985, de Georges Lautner ou Aldo et Junior, 1984, une comédie avec le jeune Rémi Laurent. Mais ces projets, mal reçus par la critique, ne retrouvent pas l'éclat de ses succès passés. En 1986, Pizzaiolo et Mozzarella, une comédie musicale ambitieuse se déroulant dans l'univers de la pizza, tente de relancer sa carrière. Malgré des décors colorés et une bande-son entraînante, le film est jugé démodé, et Aldo, désormais dans la cinquantaine, semble hors de son temps. Les critiques parlent d'un comique forcé, d'un style appartenant à une autre époque. À la fin des années 1980, Aldo prend une décision radicale, il abandonne Aldo la classe, son alter ego comique. Sans ce personnage, il se retrouve face à un vide existentiel. Les réalisateurs, habitués à le voir dans des rôles stéréotypés, ne savent plus quoi lui offrir. Il tente un retour dans les années 1990, avec des apparitions dans des séries télévisées et des spectacles de théâtre, mais la nostalgie ne suffit pas à raviver sa gloire. En 1991, Albert Uderzo lui rend hommage dans Astérix, La Rose et le Glaive, en le caricaturant sous les traits d'un légionnaire vaniteux marchand avec la démarche Maxione. Cet hommage, à la fois touchant et ironique, reflète son statut, une légende devenue caricature. Sa dernière apparition au cinéma a lieu en 2004, dans Travaux, on sait quand ça commence, de Colin Serrault. Il y joue un carreleur incompétent, un rôle qui fait écho à son propre parcours. Sa performance, drôle mais teintée de mélancolie, suscite des rires doux amers. Les spectateurs rient, mais ils ressentent aussi la perte d'une époque révolue. En 2010, à 75 ans, Aldo surprend le monde en participant à La Ferme Célébrité, une émission de télé-réalité tournée en Afrique du Sud. Dans un cadre improbable, entouré de vedettes médiatiques comme Michael Vendetta, David Charvet ou Kelly Bochanko, il semble hors de place. Pourtant, avec ses lunettes de soleil emblématiques, son accent italien prononcé et sa démarche inimitable, il conquiert rapidement les autres participants. Dans une émission conçue pour créer des tensions, Aldo devient une figure apaisante, partageant des anecdotes sur sa carrière et offrant des conseils avec une bienveillance désuète. Mais les exigences physiques de l'émission aux travaux agricoles, soins aux animaux sont trop lourdes pour un homme de son âge. Après une semaine, il annonce son départ, non sans humour, une semaine ici, et il me faudra un mois chez le médecin. TF1 diffuse un montage émouvant de ces moments forts, accompagné d'une musique nostalgique de Umberto Tozzi.
Les autres participants, émus, pleurent son départ, et les téléspectateurs inondent les réseaux sociaux de messages d'affection. En quittant l'émission, Aldo nomme Michael Vendetta chef de la ferme, un choix provocateur qui plonge le groupe dans le chaos, une dernière touche de malice digne de sa légende. Après la ferme célébrité, Aldo se retire définitivement de la vie publique. Il s'installe à Saint-Paul-de-Vence, un village pittoresque des Alpes-Maritimes, où il vit en quasi-reclus avec son épouse Nathalie, sa compagne depuis les années 1960. Leur mariage a traversé les tempêtes de la célébrité, des crises financières au moment de doute, mais Nathalie reste son pilier, gérant son quotidien et veillant sur lui alors que sa santé décline. Atteint de douleurs dorsales chroniques et de problèmes de mobilité, Aldo conserve néanmoins son esprit vif. Dans l'intimité, il plaisante encore, esquissant parfois la démarche pour faire sourire sa femme. Malgré les invitations à des festivals, des rétrospectives ou des émissions nostalgiques, Aldo refuse de revenir sous les projecteurs. « J'ai eu mon moment », confie-t-il à un ami proche. « J'ai tout donné, laissez maintenant briller les nouveaux. » Ce choix du silence, loin de l'amertume, reflète une acceptation paisible de son destin. Pourtant, son héritage perdure. Les rediffusions de la 7e compagnie attirent encore des millions de téléspectateurs, et ses répliques, comme « Chef, j'ai glissé, chef », résonnent dans les conversations quotidiennes. Sur YouTube, les jeunes générations découvrent ces films, fascinées par cet homme au sourire en coin et à la démarche absurde. Aldo Maxione n'est pas seulement un comédien. Il est un symbole, un souvenir vivant d'une époque où la comédie était exubérante, insouciante et universelle. Sa carrière, faite de triomphes et de désillusions, reflète la fragilité de la célébrité. Derrière le clown se cachait un homme complexe, à la fois fier et blessé, conscient de sa grandeur passée mais résolu à embrasser la paix. Son silence, loin d'effacer son impact, amplifie la résonance de son œuvre. Chaque fois qu'un enfant imite sa démarche ou qu'un spectateur rit devant un de ses films, Aldo la classe renaît. Quel est votre moment préféré d'Aldo Maxione? Partagez vos souvenirs dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur les légendes du cinéma.